Bonjour à tous, bonjour. Ici Daya Bedjaoui de parentsapaisés.com. Alors, à l'occasion de la semaine pour les droits de l'enfant, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en live Aurore Cubier, qui est une amie et collègue qui a suivi la même formation que moi. Est-ce que je peux te laisser te présenter, Aurore? Oui, ça peut être bien. Donc moi, c'est Aurore, donc Aurore Cubier. J'exerce à Paris, mais j'exerce aussi en visio. Et ben voilà, on s'est rencontrés à l'EREM, dans l'école d'Isabelle Fillosa, et on est coach parental toutes les deux, enfin coach consultant en éducation toutes les deux. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est la toute petite enfance, parce que mon cœur de métier, c'est la petite enfance. Et j'y ai exercé pendant 14 ans. Voilà, tu viens de ce métier-là à l'origine et tu t'es formé en complément au coaching parental, approche empathique de l'enfant dans l'école Isabelle Fillosa, comme moi. Exactement. Sauf qu'on a développé peut-être des goûts un peu différents toutes les deux. Enfin, différents. En tout cas, on s'est expertisé. Je ne suis pas sûre. Oui, Spécialisé. voilà, en fait, chaque personne, après, se spécialise plus ou moins. On a tous les mêmes bases de connaissances et de compétences. Et puis, on se spécialise en fonction de nos intérêts propres, aussi en fonction de là où la vie nous a emmenés aussi, parce que souvent, c'est en rapport avec notre chemin de vie aussi. Totalement. Voilà, donc toi, tu as un enfant qui est encore assez petit, donc du coup, ça te permet aussi d'être beaucoup plus proche et beaucoup plus en contact avec cet âge-là. Et il a donc 2 ans, ton fils, c'est ça? C'est ça, mon Ouais, petit dernier a 2 ans, du ton coup. petit dernier. Et moi, j'ai eu plus sur mon chemin de vie, j'ai rencontré plus de difficultés avec mon grand qui a été diagnostiqué TDAH. Donc, je m'intéresse de manière plus particulière aux enfants atypiques. J'ai fait un burn-out parental, donc je m'intéresse aussi au burn-out parental. Bon, voilà. Voilà. Donc, de par ton intérêt personnel et ta spécialisation dans tout ce qui est petite enfance, hein, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'attachement et de ce qui se passe en fait, de l'importance que peut revêtir la première année de vie dans la vie d'un enfant. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Et ben oui, en fait, on ne se rend pas compte, mais la première année de vie, c'est pas juste changer des couches, nourrir un bébé. Il se passe des tonnes de choses dans son cerveau, dans son corps, et c'est des choses qui vont avoir un véritable impact sur tout le reste de sa vie. Alors souvent, on me demande, les parents demandent très souvent ça, qu'est-ce que je peux offrir de mieux pour mon enfant? Et bien en fait, ce que vous pouvez lui offrir de plus important, c'est l'attachement. C'est vraiment ce lien spécial qui lui dit, écoute, tout ce qui se passe pour toi, tout est important, tu es important pour moi. À chaque fois que tu pleures, je vais venir, je vais répondre à tes besoins, je vais essayer de comprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, ça va vraiment créer l'attachement. C'est vraiment cette sensation que, ouais, je suis important pour quelqu'un et vraiment, je compte pour lui. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui offrir. Très honnêtement, je pense que ça lui évitera plusieurs années de thérapie derrière. Donc, si vous pouvez porter vos bébés, vous les porterez jamais trop. Répondre à leurs pleurs, vous répondrez jamais trop à leurs pleurs, parce que chaque pleur veut dire quelque chose. Donc, pour moi, c'est vraiment important. C'est ça le plus important, c'est d'être là, disponible pour son bébé. Et très honnêtement, il ne se souviendra pas si vous avez fait des bons petits plats ou si la maison était rangée. Ou... Voilà. Par contre, il va se souvenir toute sa vie que vous avez été là pour lui et pour s'en occuper, pour lui faire des câlins et des bisous et le réconforter. Alors, j'ai entendu que tu disais, vous le porterez jamais assez. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aux parents qui s'inquiètent en fait, qui se disent oui, mon enfant, peut-être qu'il va devenir capricieux, il va prendre l'habitude si je le prends trop dans les bras, si je vais toujours répondre à ses pleurs. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Alors, pour répondre à ces pleurs, il faut vraiment déjà avoir la première idée que le pleur, il est physiologique, c'est-à-dire il ne passe pas par le cerveau de l'enfant. Quand il pleure, c'est son corps qui pleure et qui parle. Euh, Nous, on entend un pleur, pour autant, en fait, c'est un son qui s'exprime de son corps. Donc, ça passe véritablement pas par le cerveau, en tout cas,
Ça commence vers 4 à 6 mois. Avant, c'est vraiment un peu physiologique. Quand vous avez mal au ventre, vous allez faire un son d'une certaine façon. Et c'est ça que nous, on va interpréter en pleurs. Donc déjà, répondre à tous ces pleurs, c'est important parce que c'est le seul moyen pour lui de signifier son besoin, en fait. Il n'est pas capable de vous dire, bah là, j'ai hyper mal au ventre, j'ai trop mangé, j'ai mangé trop vite. Il n'a pas ces capacités et même lui ne le sait pas. Par contre, son corps va le traduire avec un certain son qu'on va interpréter en pleurs. Donc, c'est vraiment important de répondre aux pleurs de votre bébé. Il faut savoir que plus vous laissez un bébé pleurer, et plus il va être sous stress. Et ça, c'est vraiment délétère pour le cerveau, pour son développement. Donc, n'hésitez pas à répondre à tous les pleurs de votre bébé. Déjà, si vous répondez rapidement, il sera beaucoup plus facilement calmable et ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Ensuite, pour ce qui est de trop prendre un bébé dans les bras, bah, c'est pas possible de trop le prendre. Il faut vraiment penser qu'on est issu en fait de la préhistoire, donc tous nos peuples étaient nomades, donc on était très souvent portés tant qu'on ne savait pas marcher. Pour autant, tout le monde a marché, tout le monde a fait sa vie, tout le monde est parti de la maison. Donc pas d'inquiétude quand on regarde par exemple les populations d'Afrique où c'est vraiment des populations très portées. Dès que vous posez un petit par terre, vous pouvez être sûr qu'il va gambader à quatre pattes, qu'il va marcher très vite. Pas d'inquiétude là-dessus. Plus il est sécurisé dans vos bras, plus vous allez le réconforter, le porter. Et plus il va dire, OK, au moindre souci, je vais pouvoir revenir. Elle est là, elle va me sécuriser. Il est là, il va me sécuriser. Et donc, je peux aller explorer sans danger parce que de toute façon, c'est ma base de sécurité et je pourrais y revenir en cas de problème. Je peux vous assurer que les enfants qui sont beaucoup portés vont se développer aussi vite que les autres, vont marcher aussi vite que les autres, pas d'inquiétude. D'ailleurs, il y a des études, aujourd'hui les neurosciences nous le montrent, hein, qu'un enfant qui a été suffisamment, enfin, on appelle ça aujourd'hui du maternage, mais ça peut être aussi du paternage ou quoi que ce soit. En fait. Il peut être porté par papa, il peut être porté par maman, il peut, à partir du moment où un des parents, en tout cas les figures d'attachement qui s'occupent de manière privilégiée de l'enfant dans sa première année de vie, quand elles répondent de manière fiable aux appels de l'enfant, parce que quand un bébé pleure, c'est qu'il appelle, c'est qu'il a un besoin, et on voit sur vraiment les imageries cérébrales que son cerveau se construit correctement. C'est un âge en plus où le cerveau est extrêmement fragile, donc les choses se font assez rapidement dans le cerveau du bébé, alors qu'au contraire, un enfant qu'on laisse pleurer, on le voit aussi sur des imageries cérébrales, à quel point ça peut engendrer à quel point ça peut abîmer le cerveau, en fait, le stress que ça crée. Et quand je t'entends parler du coup de base sécure et de ces petits qu'on pose et qui vont explorer, ça me rappelle aussi cette image que j'aime beaucoup du porte-avions. Est-ce que tu peux nous en parler du porte-avions? C'est vraiment ça l'idée du porte-avions, c'est-à-dire on est juste le porte-avions de nos enfants. Ils vont venir sur nous, se recharger, se câliner, se rassurer, et dès qu'il aura la possibilité, il va décoller. Donc nous, vraiment, notre rôle, c'est d'être là, de pouvoir accueillir quand c'est possible, parce que des fois, c'est pas toujours possible et c'est OK aussi. Mais le plus souvent, voilà, pouvoir accueillir l'enfant, le rassurer, le câliner pour qu'il se sente suffisamment en sécurité et avec suffisamment d'amour pour pouvoir explorer le monde. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps d'être ce porte-avions et on le reste toute notre vie, le porte-avions de nos enfants. On reste en tout cas au moins jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Après, on peut rester un porte-avions. Et donc, oui, j'aime beaucoup cette image-là du petit enfant qui vient remplir son réservoir en fait sur le porte-avions, puisqu'on dit que l'amour est un carburant. Donc, il vient remplir son réservoir et quand son réservoir est plein, ça va lui donner le courage d'aller explorer. Et au contraire, on pense que le fait de les prendre beaucoup, enfin, beaucoup de parents croient que le fait de les prendre beaucoup dans les bras, ça va peut-être les habituer, les rendre dépendants. Et au contraire, en fait, ça les rend plus autonomes puisque ça les rassure et ça leur donne ce carburant qui va leur permettre d'aller explorer. Et puis ça leur donne véritablement, en fait, le premier pied de la confiance en soi, c'est vraiment l'attachement et c'est vraiment la sécurité intérieure. C'est vraiment cette petite voix dans votre tête qui vous dit oh, quoi qu'il m'arrive, de toute façon, c'est bon, je suis important dans ce monde, j'ai quelque chose à y faire et il y aura toujours quelqu'un.
s'occuper de moi, en tout cas toujours quelqu'un qui sera vraiment concerné par moi. Ça, c'est vraiment, plus vous allez répondre à ses besoins et plus ça va vraiment s'ancrer dans son corps. Et c'est vraiment quelque chose de très précieux. Parce que souvent, on reçoit quand même pas mal de familles et la confiance en soi, c'est quelque chose qui revient quasi à chaque consultation où les parents doutent d'eux. Et ça, vous savez déjà que ça, c'est le premier pilier. C'est vraiment de se dire, waouh, je suis important dans ce monde. C'est quand je pleure, bah, c'est qu'il y a une raison et quelqu'un va venir s'occuper de moi. Ça, c'est vraiment très, très précieux. Donc, n'hésitez pas à toujours répondre aux pleurs de votre bébé. Il faut savoir que le bébé ne manipule pas. Le bébé et l'enfant ne manipulent pas, donc ils ne vont pas pleurer pour vous faire venir. C'est vraiment une croyance qu'on a, mais c'est une méconnaissance totale. Quand le bébé va pleurer, il va vraiment pleurer pour signifier un besoin, et ça jusqu'à très longtemps. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, vous ne lui donnez pas des mauvaises habitudes. Et des enfants qui sont habitués juste à pleurer pour signifier leurs besoins et qu'on réponde, bah, du coup, ne vont pas avoir besoin de pleurer beaucoup parce qu'ils savent que dès l'instant où ils vont l'exprimer, ça sera entendu. À propos de manipulation, on sait aujourd'hui qu'un enfant n'est pas capable de manipuler avant au moins 7 ans parce que ça nécessite de pouvoir anticiper, de pouvoir avoir une anticipation sur si je fais ça, mon parent va faire ça. Et en fait, au niveau du cerveau, même physiologiquement parlant, au niveau cérébral, l'enfant n'a pas encore cette capacité d'anticipation, donc il ne peut pas manipuler en fait avant au moins 7-8 ans. Derrière, à chaque fois, un comportement un peu difficile, on sait qu'il y a toujours quelque chose qui essaye de s'exprimer, il y a toujours un besoin. C'est pas toujours facile de trouver le bon bouton pour savoir quel est le besoin derrière, mais d'un instant, on trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc, chez les bébés, c'est ça l'avantage, c'est que au final, il y a juste 9 pleurs à décoder. Bon, véritablement, il y en a 8. Donc, en fait, on apprend très, très vite à décoder ces pleurs. Et l'enfant, du coup, va très vite arriver à clarifier ce qu'il veut dire quand il sera en âge un petit peu plus de se faire comprendre, vers 8-9 mois, en pointant du doigt ou des choses comme ça. Donc, plus on les habitue comme ça petit, plus c'est facile par la suite. Ce qui est plutôt contraire à l'idée qu'on a qu'à chaque fois qu'on vient, il va tout le temps réclamer. Ben non, au contraire, il va réclamer uniquement quand il a besoin. Et du coup, il aura plein de temps pour explorer sans nous. Et d'ailleurs, cette notion, on a vu ça en formation et tu t'es formée de manière complémentaire sur le décodage des pleurs des enfants. J'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas eu ça moi quand mes enfants étaient petits? Parce que j'étais souvent, mais en particulier avec le premier, démunie devant certains pleurs, que je ne comprenais pas, mais pourtant je venais de lui donner à téter, il pleurait, je ne comprenais pas, alors j'avais l'impression qu'il ne tétait pas assez. Et en fait, quand j'ai découvert le décodage de ces pleurs du nouveau-né, qui peuvent aller aussi jusqu'à 6 mois, enfin plus de 6 mois même, j'ai trouvé ça absolument génial. Et toi, tu animes des ateliers là-dessus pour aider les parents à décoder les pleurs de leur bébé. Exactement. Alors moi aussi, je l'ai découvert du coup en formation. Par chance, c'était déjà quelque chose auquel, d'instinct, bon après, d'instinct, peut-être pas, j'ai quand même travaillé 14 ans dans la petite enfance, donc je pense que ça aide pas mal. Parce que moi, je ne l'avais pas. Hein. L'instinct, avec mon premier, ça ne marchait pas. Et bien, je t'avoue, pour ma première, je l'avais. Ouais. Autant j'arrivais à savoir quand elle avait véritablement mal. Ce qui était plus déroutant pour moi, c'est que les professionnels ne le savaient pas. Ils ne connaissaient pas les pleurs du bébé. Moi, je ressentais qu'elle avait mal. Eux me répondaient, c'est normal qu'un bébé pleure. Jusqu'à ce que vraiment un jour, j'en puisse plus et j'ai eu la phobie d'impulsion. Alors, la phobie d'impulsion, en fait, c'est quand votre cerveau vous prévient que là, vous êtes en train de saturer total et va vous envoyer des images très fortes pour que vous compreniez à quel point c'est fort. Et du coup, moi, je me suis vue secouer mentalement ma fille, tellement c'était fort pour moi. Là, tout de suite, je l'ai posée. Je vous rassure, je n'ai pas secoué ma fille. Mais c'est effectivement un risque qui est réel c'est ça. et qu'il faut expliquer aux parents aussi. C'est vraiment important à savoir. Et du coup, à partir de ce moment-là, réellement, j'ai cherché en fait, à trouver de l'aide et j'ai fini par en avoir. Et je me suis toujours dit que ça, j'aimerais vraiment qu'aucun autre parent le vive parce que c'est tellement dur pendant des mois d'avoir un bébé qui pleure. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'on ne fait pas bien, ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment très dur. Du coup, avec le Dunstan Baby Language,
quand on connaît bien la méthode, c'est très facile de comprendre s'il a besoin de rôter, s'il a mal au ventre. Il y en a beaucoup qui pensent que les coliques, c'est normal et que tous les enfants ont des coliques. Non, il y a plein d'enfants qui n'ont pas de coliques. Le colique, pour moi, c'est le mot qu'on a vulgarisé pour dire votre enfant a mal au ventre. Et très honnêtement, j'ai pas envie de passer 1 heure avec vous pour comprendre ce qui se passe. Pour autant, dès l'instant où on comprend ce qui se passe pour l'enfant, en général, après mes ateliers pour les parents dont les bébés pleurent beaucoup, il faut 48 heures pour que les pleurs diminuent de moitié. Génial. Autant dire que réellement comprendre les pleurs du bébé, l'importance du rot, ça change tout. Et c'est des bébés qui pleurent tellement moins et c'est tellement plus facile de les comprendre et de se sentir compétent quand on comprend son bébé. Mais oui. Ça change tout. Moi, ce qui m'avait énormément étonnée, c'est ça en fait, hein, c'est qu'un bébé allaité a aussi besoin de faire un rot et que moi, c'est sans doute ce que je ne comprenais pas dans les pleurs. Même ma fille m'avait refait ça à une période. Et si j'avais compris ça, ça aurait été tellement, tellement plus facilitant pour moi comme pour eux, parce que c'est pas agréable d'avoir un machin coincé et de ne pas être compris. C'est ça. Pour un bébé qui a vraiment un rot, c'est comme s'il l'étouffait. Si vous avez déjà manqué de vous étouffer, vous savez à quel point c'est paniquant. Le bébé, c'est exactement ce qu'il ressent quand il a un rot. Et oui, tous les bébés ont besoin de roter, qu'ils soient allaités, au sein, au biberon. C'est vraiment important de les faire roter. Donc là, pareil, il y a plein de positions, on ne montre pas toujours. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'autant on a des cours pour nous apprendre à accoucher. Mais par contre, pour nous expliquer les b.a.-ba du parent, il n'y a pas. En fait, c'est comme si ça devait être inné. Et on vous dit, bah voilà, pochette surprise, vous avez gagné un bébé. Bon, le mode d'emploi, vous trouverez bien, c'est inné. Alors qu'il y a tellement plein de petites choses à savoir et à connaître pour que ce soit plus simple et plus facile. Donc, c'est important. Tout à fait. Surtout répéter, moi je répète beaucoup aussi parce que je suis passée par là aussi, que on pense que c'est inné. Alors certaines mamans comme toi il y en a certaines qui ont cette perception, hein, cette intuition, et puis d'autres non, parce que voilà, ça dépend complètement des personnes, ça dépend de leur parcours, de leur histoire. Moi, j'étais un peu gauche, un peu paniquée quand j'ai eu mon premier, donc j'étais tout le temps inquiète, je ne comprenais pas. Donc c'est OK en fait, c'est OK et on peut se faire aider. Et donc, tu proposes des ateliers pour les parents, les futurs parents et les parents de jeunes enfants, de bébés en Et fait. même les mamies, et même les loulous, et même OK. les femmes de nous Ouais. donner. L'idée, c'est que plus on sera nombreux à connaître cette méthode, et plus ça sera facile, et plus ça sera transmis facilement aux parents. Donc, c'est vraiment important voilà, de prendre ce temps de se former, en tout cas au tout début. Et c'est plus facile quand on comprend et quand on connaît un peu la méthode. Et tu parles pas que du décodage des pleurs, tu parles aussi d'autres sujets dans ton atelier. Je parle beaucoup du coup aussi du sommeil parce que c'est vrai que c'est un gros sujet quand on vient d'avoir un bébé. On a plein de croyances sur le sommeil et pourtant, il y en a plein qui sont fausses, qui sont véhiculées. Rien que qu'est-ce que c'est faire ses nuits quand on demande aux parents, c'est 8 heures, 8 heures. Non, en fait, faire ses nuits, c'est entre 5 à 6 heures sans manger, 3 à 4 nuits par semaine. Donc, en fait, c'est très peu faire ses pleurs, faire ses nuits. Donc, c'est important, voilà, vraiment d'arriver à tout resituer. Et puis, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour faciliter le sommeil de l'enfant. Déjà, le comprendre. Comment est-ce qu'il se déroule? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on sait si le bébé dort ou s'il est en train de rêver? Il y a plein de petites choses comme ça à ajuster. Il y a aussi tout ce qui est réflexe archaïque, donc tout ce qui est motricité libre, qui est très important chez les tout petits. En effet. Tu peux nous en parler juste 2 minutes? Parce que ça aussi, je trouve ça tellement passionnant. Alors, la motricité libre, c'est vraiment, on va laisser l'enfant avancer à son rythme et découvrir son environnement dans sa position où il est bien au moment donné. C'est-à-dire, on ne va pas asseoir l'enfant avant qu'il soit capable tout seul de s'asseoir. On ne va pas le mettre sous un portique. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui aiment les portiques. Ils disent, mon enfant est captivé, passionné. Le problème, c'est qu'en fait, il est totalement bloqué dans ses mouvements. Donc, il ne va pas chercher à se retourner ou à bouger. C'est aussi un enfant qui va vraiment converger vers un point. Du coup, la vue ne va pas bien se calibrer. Il y a énormément de choses. Et les réflexes archaïques, ils ont pour but de disparaître. Les réflexes archaïques, c'est ceux avec lesquels on est
à la naissance, voire même avant. C'est vraiment des réflexes qu'on a dans notre corps qui sont faits pour notre survie. Donc, ça a très bien fonctionné pour les hommes préhistoriques. C'était très pratique pour eux. Heureusement qu'ils avaient ça. Nous, maintenant, on a aussi ça, mais c'est important vraiment qu'ils puissent se développer au maximum. Si le réflexe ne se développe pas au maximum, il va rester persistant et ça va être une véritable gêne au quotidien. Ça peut être des personnes qui ont des difficultés à se tenir debout. Pour eux, c'est des douleurs. Ça peut être des difficultés à se concentrer. Ça peut être des difficultés à s'endormir ou à lâcher prise. Il y en a beaucoup. Des addictions aussi. J'ai vu aussi que beaucoup d'enfants qui sont TDAH, puisque le sujet m'intéresse, ou qui sont hyperactifs, ou qui sont très agités, ça peut aussi venir d'un réflexe archaïque qui est persistant. C'est ça. Incroyable. Oui, il y a tellement de choses que le réflexe archaïque vraiment va gêner, que ce soit même dans les relations, que ce soit, on dirait, avec la nourriture, dans les apprentissages, dans tellement de choses. C'est pour ça que ce que j'explique vraiment aux parents dans cet atelier, c'est que quand vous allez laisser votre bébé se développer tout seul, peut-être qu'il ne va pas se retourner à 3 mois, peut-être qu'il va se retourner qu'à 5 mois. Mais le temps qu'il a eu, c'est tellement de connexions neuronales pour essayer, apprendre, trouver tout seul sa solution. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie. Quand vous faites des mathématiques, vous avez besoin de trouver tout seul votre solution. Et pas que dans les mathématiques, dans tellement de choses. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est la motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, qui dit « Ah ouais, alors là, ce jouet, je veux l'avoir. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais tester plein de trucs pour bouger. » Et il va trouver la façon tout seul d'y arriver. Alors oui, chez certains, ça peut prendre plus de temps. Et pour d'autres, ça va être intuitif, mais ça aussi, ça vient aussi des modes sensoriels. Il y a des enfants qui sont très tactiles, donc qui sont très dans le mouvement et comprennent très vite leur corps. Il y en a qui sont plus à réfléchir, à regarder ou à entendre. Et forcément, quand vous passez énormément de temps à écouter tout ce qui se passe dans l'immeuble, dans la rue, tous les sons, bah, vous êtes moins concentré sur comment on va se déplacer. Et à un moment, quand vous aurez tout entendu, bah, vous allez passer au moment à se déplacer. Donc, c'est vraiment prendre le temps que chaque enfant se développe à son rythme et lui laisser ce temps. Parce que si vraiment vous avez aussi un beau cadeau à lui faire, c'est de lui laisser le temps. Il lui a fallu 9 mois pour se développer dans votre ventre. Il lui faudra toute sa vie pour se développer et être l'être qu'il est. Et ça aussi, ça répond à des interrogations, des inquiétudes parfois des parents qui disent mon enfant a 14, 15, 16 mois, il ne marche toujours pas tout seul, est-ce que je dois m'inquiéter? Et donc l'idée, c'est que chaque enfant a son rythme et que tant qu'il ne se tient pas debout tout seul, c'est normal, il est en train de justement de faire, c'est de travailler ses réflexes archaïques et tant qu'il ne les a pas usés, c'est vraiment important de ne pas aller plus vite que ça, en fait. C'est ça, c'est vraiment lui laisser le temps. Et voilà, si à 14, 15, 16 mois, il ne marche pas, mais en fait, imaginez tout ce qu'il a eu le temps d'apprendre autrement. C'est vraiment ça. Si par exemple, vous vous concentrez là pendant 2 semaines à apprendre le chinois, que 2 semaines, 24 heures sur 24, vous allez avoir des bases de chinois. Si à côté, vous allez vous mettre à apprendre plein d'autres choses, vous allez peut-être connaître quelques lettres. Mais c'est exactement pareil pour certains enfants. C'est à côté, il apprend tellement d'autres choses que là, il n'est pas concentré. Et au moment où vraiment il va être motivé, il va se concentrer et tout de suite, il va trouver comment faire. Donc, juste laisser le temps à ce qu'il ait envie de faire. Ok, génial. Alors du coup, Aurore, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, les parents, s'ils veulent bénéficier d'un de tes ateliers, s'inscrire à un de tes ateliers? Vous pouvez me contacter par ma page Facebook, donc En Harmonie dès l'aurore. En Harmonie dès l'aurore. Donc, je mettrai les coordonnées juste en dessous de la vidéo. Sinon, même sur mon Facebook perso, Aurore Cuvier, sur ma page Google ou sur mon Instagram, Aurore Cuvier. Ok, bah, je mettrai les coordonnées juste en dessous de la vidéo pour tous les parents qui seraient intéressés par un atelier, les parents, les futurs parents, les grands-parents, les nounous, voilà, tous ceux qui sont en contact avec des petits-enfants. Et par rapport aux réflexes archaïques et aux modes sensoriels aussi, pour moi, c'est un peu des petits trucs magiques. Enfin, c'est pas des trucs, mais c'est vraiment des grilles de décodage de l'enfant et de comment il fonctionne que j'ai découvert aussi en formation, qui sont pour moi magiques.
et dont je parle aussi dans ma formation en ligne SOS comportement difficile, qui permet vraiment de décoder tous les comportements que peuvent avoir les enfants et de savoir un peu ce qui se passe en dessous pour trouver la façon adaptée pour lui répondre. Voilà. Et ben, je te remercie vraiment, Aurore, pour tout ce que tu nous as apporté, toutes tous ces décodages, toutes ces informations qui vont certainement beaucoup parler aux jeunes parents et aux futurs parents. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci, Bella.